rassurer d'entrée de cause les organisateurs et les sponsors, je ne vais pas faire de publicité pour les fonds. Vous êtes de toute façon toutes et tous mes clients, et j'espère le plus longtemps possible. Ceci dit, merci pour m'avoir invité à ouvrir les présentations de ce forum sur le thème « Finance et PME, je t'aime moi non plus », point d'interrogation. Le point d'interrogation donnant évidemment tout le sel au débat. Vous savez, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Les entreprises en ont évidemment besoin et elles vont le chercher où il est, c'est-à-dire auprès du secteur financier. D'où l'obligation de travailler et de vivre ensemble. Et comme vous savez, quand on vit ensemble et qu'on travaille ensemble, il y a forcément des frictions. C'est ce que j'aimerais traiter rapidement dans une première partie en essayant d'en dégager quelques causes. Ensuite, dans une deuxième partie, plutôt que de vous infliger un pesant guide de la vie conjugale harmonieuse entre finance et PME, je préférerais passer en revue d'un œil critique un certain nombre d'idées reçues qui sévissent encore de part et d'autre. Ceci devrait permettre d'atteindre un triple but. D'une part, d'introduire les exposés qui suivront aujourd'hui. Deuxièmement, peut-être modestement d'esquisser certaines pistes de réflexion. Et puis troisièmement, plus égoïstement, de partager avec vous ma vision avec l'œil du banquier repenti et de l'administrateur de sociétés, banques et entités qui sévissent des deux côtés comme utilisateurs et fournisseurs de services financiers. Pour commencer avec la première partie, les frictions, je vois trois grandes sources de friction. La première source, c'est évidemment le financement. C'est souvent là que ça coince, comme on dit. Pour moi, cette friction résulte de deux changements de paradigme qui sont passés au cours des 20 dernières années. Les banques les ont appliquées avec des intensités et des rapidités différentes. C'est essentiellement le premier changement de paradigme, c'est de passer d'une valeur d'achat, d'acquisition pour l'évaluation d'un bien à une valeur de rendement. Évidemment, ça change considérablement les choses. L'hôtelier qui dit « moi j'ai acheté cet hôtel 6 millions, j'ai investi 3 millions dedans et j'ai travaillé 10 ans dedans, donc il vaut 12 millions et il faut prêter 10 ». Et le banquier dit « oui, mais avec un cash flow d'à peine 100 000 francs, on ne peut pas prêter plus que, ça ne vaut pas plus que 3 et j'en prête la moitié. » J'exagère, mais c'était des discussions au début qui étaient extrêmement difficiles. Le deuxième changement de paradigme, c'est l'introduction du prix ajusté au risque. Avant, c'était le prix pizzeria. Tout le monde avait le même taux pour les crédits. Puis on s'est aperçu que les profils de risque, quand même, n'étaient pas tout à fait les mêmes. Et les premières banques ont introduit un risque adapté, donc adaptant le prix qui était fixé à ce risque. Avec évidemment l'obligation d'entraînement de tout le secteur dans cette voie, parce qu'évidemment, si vous avez des banques qui appliquent un pricing différencié en fonction du risque, et les autres qui continuent à appliquer le prix flat pour tout le monde, vous avez un déplacement massif des meilleurs risques vers ceux qui offrent un pricing différencié, et les moins bons risques, les risques plus élevés, qui se déplacent vers ceux qui appliquent toujours le même prix. Donc c'est un shift, évidemment, qui est très difficile à supporter pour certains établissements, et tout le monde a dû, bon gré mal gré, s'adapter à ceci. Donc ça a causé pas mal de frictions, évidemment. C'est le principe d'une obligation. L'obligation dépend de la qualité de l'émetteur et du coupon. C'est ça qui définit finalement le prix. Donc on retrouve ces deux composantes en fonction du rating, on adapte. Et puis en fonction de ce que l'actif rapporte, un même émetteur qui a mis un emprunt à 5 et à 2%, évidemment que le prix des deux obligations ne sera pas le même. Finalement, c'est la logique financière qui a mis un peu de temps à s'appliquer au marché des PME. Ça, c'est la première source pour moi. La deuxième, c'est l'augmentation des exigences des PME. Les PME sont soumises à une grande pression, à des grandes contraintes. Elles se battent tous les jours pour être plus performantes, plus innovantes, plus efficaces. Évidemment, ces contraintes se répercutent sur leurs fournisseurs. Fournisseurs essentiellement bancaires qui sont en ce moment beaucoup plus en train de réduire les coûts que de développer beaucoup le service à la clientèle. Forcément, on essaie de concilier les deux, mais c'est pas facile. Donc ces deux objectifs-là ne vont pas dans la même direction. On dit le banquier nous fait tout faire le travail, puis ensuite il nous facture. Alors, c'est vrai, il faut dire aussi, pour être honnête, que les banques offrent beaucoup de très bonnes solutions aux entreprises qui ont d'accord le faire de pas en direction du numérique pour simplifier leur organisation. Et là, il y a un gros effort de la part du secteur financier, me semble-t-il, qu'il faut reconnaître. C'est vrai aussi que la structure de coût des banques est assez spéciale, parce qu'on fait payer des choses que peut-être on ne devrait pas. Regardez votre relevé de carte de crédit dépensé à l'étranger l'été. Si vous regardez le cours de change, c'est vrai que là, il y a des tranches qui sont assez somptueuses. Par contre, beaucoup de services ne sont pas payés. Par exemple, tout le conseil qu'un avocat ou une fiduciaire vous fait payer, le banquier ne vous le fait pas. Donc il y avait un peu un mismatch entre les prestations et les prix de celles-ci. Et effectivement, avec l'appui de l'argent qui dormait sur les comptes clients, qui maintenant coûte aux banques et ne leur apporte plus rien, évidemment, les banques doivent chercher des revenus ailleurs et ça crée pas mal aussi de conflits. Donc une deuxième source de friction. La troisième est peut-être plus psychologique, c'est un peu le sentiment d'être délaissé, que la finance s'intéresse aux transactions de grande taille et au niveau international et pas aux entreprises locales. Je crois que ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a vraiment un gros impact de l'activité clientèle-entreprise sur les banques en termes de revenus, en termes de qualité, de fidélité de la clientèle, d'utilisation des produits et d'accès évidemment à d'autres personnes
personnes, aux patrons de l'entreprise, aux personnes de l'entreprise. Donc je crois que là, c'est une perception peut-être qui devrait être révisée. Voilà pour ces frictions. Maintenant, les idées reçues que ces frictions génèrent. J'en ai retenu une petite dizaine que j'aimerais rapidement passer en revue avec vous. La première, c'est qu'on entend souvent il n'y a pas d'argent pour les PME. Je crois que c'est faux, la liquidité est partout. Aujourd'hui, c'est pénible d'avoir de la liquidité, on ne sait pas qu'en faire, on ne sait pas où la placer. Les banques en ont aussi, les investisseurs en ont aussi. Évidemment, tout ce qu'on peut trouver comme bonne solution, même les caisses de pension font les hypothèques maintenant, donc c'est important de trouver. Par ailleurs, l'utilisation des limites, on a parlé du volume des crédits, il faut savoir en moyenne, sur la durée, 60%, c'est le taux d'utilisation des limites de crédit. Donc il y a encore 40% disponibles qui peuvent être tirés sans faire de grandes démarches ou de parcours compliqués. Et donc ça donne un certain volume. Donc je pense que le blocage n'est pas là. Ce qu'on entend aussi, de l'autre côté, c'est de dire, c'est pas l'argent qui manque, c'est les bons projets. Je crois aussi que c'est faux. Il y a beaucoup de bons projets. Peut-être on ne sait pas toujours bien les vendre. Regardez par exemple le propriétaire de la Tesla, qui pour l'instant n'a pas gagné beaucoup d'argent avec ce modèle-là, ou avec les vols spatiaux, mais qui arrive à lever des fonds en quantité simplement parce qu'il fait rêver, parce qu'il a une belle histoire à raconter. Donc même quand on fait des pertes, on arrive encore à lever des fonds. Donc je pense que ce n'est pas forcément là qu'il y a le blocage. Par contre, une remarque de mon expérience. 90% des idées qui sont présentées auront du succès. Par contre, 90% des structures qui abritent ces idées vont, dans le pire des cas, faire faillite, dans le meilleur des cas, être reprises. Donc ce qui est en cause, ce n'est pas l'idée, c'est la structure. Donc si on présente une brillante idée, si on finançait des idées, on serait tous là pour le faire. En revanche, on finance malheureusement des structures, et ces structures sont beaucoup moins pérennes que les idées qu'elles abritent. Et même si vous prenez les grandes sociétés américaines qui sont sur votre smartphone aujourd'hui et que vous utilisez quotidiennement, ce n'est pas forcément les premières qui ont eu la découverte et l'idée, qui ont eu ce succès planétaire. C'est celles qui sont venues un peu après, et qui ont amené ça en besoin du monde entier. Par contre, les premières, effectivement, ont essuyé les plâtres. Donc, c'est la différence entre l'idée et le support. On entend aussi que l'argent est cher. Je crois que ce n'est pas vrai. C'était le cas à l'époque où les banques ont introduit un prix ajusté au risque et où les taux étaient plus élevés. Aujourd'hui, les taux de refinancement sont au sous-sol et les marges sont très, très compétitives en comparaison internationale et aussi parce que les entreprises sont très bien gérées et les banques également. Donc, on a des crédits qui sont offerts à des coûts très, très corrects. Donc, je pense que ce n'est pas non plus là le point principal. On entend aussi les banques prennent plus de risques. Pour avoir un, il faut que je mette deux. C'est juste et c'est faux. Je pense qu'il faut voir qu'avec une marge de 1% sur les crédits, on ne peut pas beaucoup se permettre d'erreurs. Si vous devez travailler avec 99% de prévisions justes, pas pour gagner de l'argent, pour ne pas en perdre, c'est vrai que ça vous met des contraintes et qu'on ne peut pas tout faire. Et s'il y a besoin de financement plus risqué, il n'y a pas les banques, il y a aussi des capital risqueurs qui sont là pour ça, qui peuvent aider. Mais alors évidemment, leurs attentes de rendement ne sont pas 1% sur le montant prêté ou le montant investi. Vous savez qu'on dit qu'en gros, à la louche, la moitié des investissements va disparaître, va faire faillite. Un tiers, on va péniblement récupérer après longtemps ce qu'on a mis. Et puis un sixième, ça va être le carton. Mais alors il faut que ce soit le carton, il faut faire 10 fois la mise pour continuer à pouvoir jouer. Alors évidemment, on veut participer non seulement au risque, mais aussi aux revenus. Et là, l'entrepreneur risque de perdre la maîtrise du jeu. Et donc, ça, c'est comme disait Shakespeare, la tragédie, c'est quand tout le monde a raison. L'argent est là, l'envie est là, mais effectivement, il y a une perte de contrôle qui est des fois difficile à concilier avec les besoins en financement. Donc, c'est pas facile de résoudre cet aspect-là. Autre idée reçue, les PME suisses sont innovantes. C'est parfaitement juste. Elles ont une recherche permanente de la qualité, de l'efficacité, de l'intégration dans la chaîne de valeur du client, pas seulement être un fournisseur, mais faire partie de son processus de création de valeur. Et là, les entreprises sont vraiment extraordinaires et ça leur permet aussi de résister à la cherté de leur monnaie d'exportation. J'ai peut-être un petit bémol dans ce concert de louanges, c'est la capacité à amener une idée ou un produit à un niveau mondial, un besoin. Tout le monde attend le Google suisse. Et effectivement, nos amis américains sont maîtres en la matière de transformer une bonne idée en un besoin pour un ensemble de clientèle énorme. Et c'est vrai que ça devrait peut-être être lié à notre caractère. Ça pourrait, espérons-le, être un peu développé à l'avenir. On parlait d'Uber, vous connaissez la définition d'innovation. C'est quand les Américains font beaucoup d'argent, quand les Chinois copient et quand l'Europe, pour se défendre, réglemente. C'est une définition intéressante. On dit que la Suisse est un pays cher. C'est juste pour les coûts. C'est un souci pour moi, cette frénétique recherche de la perfection, qui est un peu en conjoncture de beau temps. Quand ça ira un peu moins bien, il faudra pouvoir encore continuer à se le payer. Et c'est vrai qu'on est un gros importateur de lois, et aussi maintenant on a la tendance de dire la loi c'est plus le but à atteindre, mais c'est le plancher, et il faut aller au-delà déjà. Alors évidemment ça met un fardeau
en termes de temps, de délai et de coûts et de complexité pour les entreprises qui, personnellement, me fait du souci pour l'avenir. Aussi cher, bien sûr, par la devise. Alors, c'est juste et c'est faux. Je pense que, vous savez, le franc suisse, en gros, s'apprécie de 2% depuis 50 ans. Les entreprises ont toujours réussi à s'adapter. Quand il y a un choc, c'est un peu plus difficile, mais c'est une performance absolument remarquable. C'est d'ailleurs contre-intuitif. Les pays à devise forte ont toujours été des très forts exportateurs. Regardez, Suisse, Japon, Allemagne, Angleterre, à l'époque, encore un peu maintenant. Par contre, les pays à monnaie faible, prédestinés à l'exportation, la France, l'Italie, l'Espagne, l'ont été dans une beaucoup moindre mesure. Donc c'est contre-intuitif. Et une des explications que je me permets de vous proposer, c'est que le fait de devoir lutter en permanence contre sa propre devise, contre la force de sa propre devise, contraint en permanence les entreprises à faire chaque jour mieux que la veille et moins bien que le lendemain. Et c'est cette pression permanente, je pense, modestement, qui les rend en partie aussi, bien sûr, aussi compétitives et aussi efficaces. Évidemment, non seulement on a la chance d'avoir un pays quand même qui, malgré la cherté du franc, est attractif, j'ai la chance de présider la promotion économique vaudoise aussi, et on a implanté 427 entreprises au cours des 11 dernières années, avec beaucoup de succès. Qu'est-ce qu'elles viennent regarder chez nous? Aussi les coûts, mais finalement, les charges sociales sont raisonnables, les heures travaillées sont importantes, et il y a la paix du travail. Donc l'un dans l'autre, on n'est pas si négatif que ça. Je sais qu'il y a des avis divergents sur le sujet, mais quand même. Qu'est-ce qu'elles viennent chercher chez nous? Une fiscalité responsable, un marché du travail flexible, des fournisseurs de qualité, un environnement compétitif, un cadre de vie, tout ça on a, et aussi pour nos entreprises. Donc finalement, on a encore de la chance, je crois, d'être en Suisse. Un point un peu plus compliqué, pas d'activité, pas d'entreprise sans l'immobilier qui abrite ces activités. Longtemps, l'immobilier et l'entreprise étaient intrinsèquement liés. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus compliqué. Les entreprises recherchent la flexibilité. On préfère louer qu'acheter, parce qu'on ne sait pas ce que l'avenir réserve. Même les baux commerciaux, de 10 ans à l'époque, ont passé à 5, et maintenant la tendance c'est à 3. Parce qu'on ne sait pas trop ce que le commerce en ligne va laisser aux surfaces de vente, on ne sait pas ce que l'intelligence artificielle va laisser dans les back-office des entreprises et autres banques du tertiaire. Donc il y a beaucoup d'incertitudes, et aujourd'hui, probablement qu'un immeuble peut être parfois plus encombrant qu'un avantage. J'ai aussi la chance d'être au conseil d'une clinique. Effectivement, pour une clinique, le fait d'avoir le bâtiment est un gros atout, évidemment. Donc là, ça montre qu'il faut relativiser les choses. Mais de manière générale, plus de flexibilité, mieux c'est. En cas de reprise aussi, c'est compliqué. En cas de succession aussi. J'ai participé à plusieurs reprises, fusion-acquisition de banques. Effectivement, l'immobilier est souvent un gros obstacle et un gros problème. Donc là, il y a peut-être une flexibilité à introduire dans l'idée, le rapport entre l'entreprise et l'immobilier qui doit l'abriter. Les chiffres. Les chiffres, je regarde que ça. On entend ça aussi. C'est juste et c'est faux. Les chiffres sont de très puissants serviteurs, mais de mauvais maîtres. Ils sont nécessaires, mais pas suffisants. J'ai eu l'honneur, à l'époque où je travaillais pour une grande banque, de présider l'Underwriting Committee, où on préavisait tous les très gros crédits et les crédits compliqués. Alors on reçoit une tonne de chiffres, ils sont évidemment bons, sinon ils ne seraient pas sur votre bureau. Vous voyez ça, c'est convaincant. Mais après, la question que vous vous posez, c'est est-ce que les gens qui sont derrière auront la capacité de réaliser ça? Et ça, on peut le voir qu'au contact personnel, sentir les gens, comment ils réagissent, comment ils vont les choses, et après se dire, est-ce que ces gens-là ont la capacité de faire ce qui est dans le dossier? Et je pense que cette relation-là est importante. Donc, il y a les chiffres, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. À l'inverse, les chiffres obligent à la transparence, montrer ce qu'on fait, faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait, et ça permet un dialogue intéressant, ça permet de challenger aussi ce qui est prévu. Et je pense que c'est une bonne chose. Donc, bien, mais pas uniquement. Autre chose que j'entends aussi, le banquier est là que pour prêter de l'argent. Je ne crois pas. Comme dirait une marque automobile, vous ne savez pas tout ce que votre banquier peut faire pour vous. Beaucoup de services qui sont offerts aussi, en plus du crédit évidemment. Il y a toute la gestion des liquidités, la gestion du risque de change. En ce moment, c'est très important pour nous. Il y a des solutions, on peut vous aider. Le problème, évidemment, c'est la différence de taux entre le franc suisse et les monnaies qu'il faut couvrir. C'est extrêmement cher. C'est probablement l'impact le plus négatif des taux négatifs, je peux dire, pour les entreprises, moins que ce qui est prélevé sur le cash, c'est effectivement le coût des couvertures pour les monnaies étrangères. Il y a aussi tout ce qui touche le commerce international. Quand vous avez des clients à l'étranger que vous ne connaissez pas, avec qui vous voulez faire du commerce. Tout ce qui est fusion-acquisition, accès au marché des capitaux. J'ai eu l'honneur de présider une société qui est entrée en bourse au mois de décembre l'année passée. Effectivement, j'ai pu voir encore une fois la compétence des banques pour aider une entreprise à accéder au marché, accéder aux investisseurs et le faire en respectant les règles. On a de la chance d'avoir ce genre de service dans notre pays, je crois. Aussi, tout ce qui concerne le trafic de paiement, le leasing, le factoring et autres. Donc, le banquier peut faire beaucoup plus que simplement mettre de l'argent à disposition. Et puis, la 10e idée reçue, c'est M. Gates qui l'a donnée, donc Dieu sait qu'elle est bonne, c'est de dire que « banking is essential, banks are not ». Donc, ce qui est important, c'est les services bancaires, mais pas les banques. Alors, je pense que c'est juste et faux. Pourquoi ?
Vous avez beaucoup de providers de services financiers maintenant qui émergent. Je crois que c'est une très bonne chose. Vous avez tous ceux qui vous font du transfert d'argent sur votre mobile. Vous avez les cartes de crédit intelligentes qui font des tas de choses. Vous avez des algorithmes qui vous permettent de bien gérer votre portefeuille. Vous avez des conseils en tout genre. Vous avez le crowdfunding qui permet de désintermédiariser le crédit bancaire, qui est certainement une très bonne chose. L'invention de nouvelles monnaies, et j'en passe, et d'autres, et des meilleures. Donc ça, c'est un apport qui est très important pour les entreprises et on va certainement en parler beaucoup aujourd'hui. Je pense que les banques ont encore une carte à jouer. Elles ont quand même la masse, la puissance, elles ont l'argent des clients pour mettre de l'argent à disposition. Elles ont la flexibilité, elles ont la connaissance dans la durée aussi. Elles ont pour les investisseurs la capacité à analyser les risques, à les aider à bien investir. Et puis, je pense finalement que ce n'est pas encore aujourd'hui, et encore pour un certain temps, une concurrence entre les deux, mais une bonne complémentarité. Et je pense que cette complémentarité va pouvoir progressivement réduire les frictions que j'ai mentionnées précédemment. C'est sur cette pensée roborative et positive que je vais conclure mon exposé. Je vous remercie de votre attention, vous souhaitez beaucoup d'intérêt pour ce qui va suivre, et puis me réjouir de vous retrouver tout à l'heure. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Le Tal, pour cette intervention et ce panorama très, très complet du paysage. Alors, malgré le fait qu'il soit très complet, il y a quand même un élément que nous n'avons pas évoqué, c'est tout ce qui concerne la banque des banques, c'est-à-dire la Banque nationale suisse. Notre prochaine intervenante est une intervenante, Andrea Meschler. Donc, elle nous fait le plaisir d'être assez régulièrement, je dois dire, de ce côté-ci de la Suisse, en Suisse romande, pour partager ses visions et aller à la rencontre des entreprises. Alors, Madame Meschler a suivi des études d'économie politique et internationale des deux côtés de l'Atlantique. D'abord du côté de Toronto, puis à l'Institut des hautes études internationales à Genève. Elle a ensuite poursuivi sa formation à l'Institut des hautes études dans l'administration publique à Lausanne, avant de retourner en Amérique du Nord, un peu plus au sud cette fois, puisqu'elle a été promue docteur en économie à l'Université de Californie. Madame Meschler a commencé son parcours dans de nombreuses agences onusiennes reconnues. On peut citer l'OCDE, la CNUSED ou encore l'OMC. Elle avait déjà fait un passage à la BNS de 1999 à 2001 dans le domaine de la stabilité financière. Et ensuite, elle a rejoint le FMI au début des années 2000, où elle a été nommée chef adjoint de la division de l'analyse des marchés mondiaux. En 2015, le Conseil fédéral l'a nommée à la direction générale, membre de la direction générale de la BNS. Donc elle est la première femme à occuper cette fonction et elle est à la tête du 3e département, c'est-à-dire les marchés financiers, les opérations bancaires et l'informatique. Madame Meschler, je vous en prie.